Bonsoir à tous, jeudi 19 avril, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, tour d'horizon de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de cette édition. Son avenir n'est pas encore tracé. Depuis plus d'un an, la ferme de Bulloyer à Magny-les-Hameaux est inoccupée, faute de financement. Aucun projet concret n'a été défini pour ce lieu, propriété de Saint-Quentin en Yvelines. Afin d'alerter sur ce sujet, un pique-nique a été organisé sur place par une association du territoire. Elle est l'une des premières cités ouvrières de Trappes. Les dents de scie ont une place importante dans l'histoire de la ville. Construit dans l'entre-deux-guerres pour accueillir les cheminots, l'ensemble a bien failli être détruit avant d'être classé en 1992. Un livre lui est consacré. Nous recevons son auteur, Anissa Lamry. Et puis, retour au Moyen-Âge à la fin de ce journal. L'association La Compagnie Excalibur Yvelines pratique les combats médiévaux. Elle nous a accueillis à Chevreuse pour tester la discipline. Invitée de ce journal également, deux étudiantes de l'EVSQ représentantes de l'association Elsa Versailles. Elle a pour but l'épanouissement des étudiants en droit au niveau européen. C'est à suivre dans ce journal. Après 2 jours de grève à la SNCF, le retour à la normale doit avoir lieu demain, vendredi. Le mouvement perlé des cheminots doit prendre fin à 8 h, mais quelques perturbations devraient subsister dans la journée de demain. À Saint-Quentin-en-Yvelines, pour les utilisateurs du réseau transilien, sur le RERC, c'est 3 trains sur 4 qui sont prévus. Du côté de la ligne N, trafic quasi normal, 9 trains sur 10 prévus pour demain. Enfin, sur la ligne U, c'est un trafic normal pour demain, vendredi. Afin de connaître tous les derniers horaires d'information et consulter donc tous vos horaires de train, rendez-vous sur le site transilien.com. Associations et habitants de Saint-Quentin en Yvelines s'inquiètent du devenir de la ferme de Bulloyer à Magny-les-Hameaux. Je vous le disais dans les titres, depuis plus d'un an, elle est inoccupée suite au départ des jardins de Cocagne. Un avenir incertain, le collectif Ski Pousse a organisé un pique-nique pour échanger et sensibiliser sur ce sujet. Camille Lambert, Marion Ptac et Patrick Jacques de Dixmude. Sur ces 4 hectares de terre poussaient une 60aine de variétés de légumes de saison en agriculture biologique. Créés en 2010, les jardins de Cocagne ont été obligés de quitter les lieux pour raisons financières en 2016. Depuis, la ferme de Bulloyer est inoccupée. Samedi 14 avril, le collectif Ski Pousse, qui réunit associations et habitants, s'est retrouvé pour un pique-nique d'information et d'échange. Ce qui nous préoccupait fortement, on craignait fortement que cette ferme disparaisse dans les mains d'un promoteur et soit démantelée en petits lots, comme ça arrive souvent. Donc ça, c'est des rumeurs qui commençaient à monter. Du coup, on voulait en savoir plus. Ce qu'on souhaite, c'est qu'à travers ce pique-nique, on souhaitait interpeller déjà les habitants de Saint-Quentin en Yvelines et en même temps nos élus sur le devenir de cette belle ferme de Bulloyer. En octobre 2017, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, propriétaire de la ferme, a signé une convention avec la SAFER pour trouver un nouveau projet sur ce lieu. Le collectif regrette le manque de communication et souhaite conserver le côté local, comme c'était le cas avec les jardins de Cocagne. On n'a aucune information sur ce qui se passe, c'est quoi le contenu de cette convention et c'est quoi les projets pour cette ferme. Et on s'inquiète beaucoup en fait. On ne veut pas que cette ferme perde sa vocation agricole, tout simplement parce qu'on y est attaché. L'intérêt de rapprocher l'agriculture des citoyens, surtout en Ile-de-France, on est quand même assez éloigné de l'agriculture. Je pense que c'est un terrain propice à des expérimentations. Enfin, si Saint-Quentin veut vraiment être dans le mouvement, on va dire, dans le mouvement actuel, on voit bien qu'il y a un engouement réel. Contactée par nos soins, l'agglomération a indiqué que l'appel à projet a été lancé et suit son cours. Même si l'avenir de la ferme reste incertain, il devrait rester agricole. La visite de Marlène Schiappa hier mercredi à Plaisir, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, s'est rendue à la maison des familles Flora Tristan. Sur place, elle a pu rencontrer les membres de 1001 mots. Cette association aide les parents dans l'éveil du langage de leurs enfants avant l'entrée en maternelle. Une action pour donner les mêmes chances à chaque enfant à l'école. Marlène Schiappa est d'ailleurs devenue la marraine de cette structure. Propos recueillis par Marion Ptac et Patrick Jacques de Dixmude. Dans une ludothèque, dans une unité de lieu, il y a des parents qui partagent autour des jeux, qui font découvrir à leur bébé la découverte de l'objet du livre et puis la découverte des mots et l'échange de quelques pratiques entre les parents pour avoir véritablement une interaction et une communication efficace avec leurs enfants pour qu'à terme, cette acquisition du langage, elle soit plus facile
pour les enfants et aussi pour les parents. Pour nous, c'est important parce qu'aujourd'hui, notre association, elle travaille sur un certain nombre de terrains, plutôt en Ile-de-France, dans les Yvelines, à Paris, dans le Val-de-Marne. Mais on veut montrer aussi qu'elle a une ambition nationale, puisque le modèle qu'on a développé, donc des groupes de parents avec une maman ambassadrice, ce modèle, il peut être étendu à beaucoup d'autres territoires. Et on est persuadé qu'un peu partout en France, il y a des mamans ambassadrices potentielles qu'on pourrait trouver. Une invitée à présent avec moi sur ce plateau, Anissa Lamry, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes la responsable des Mémoires de Trappes, c'est un service municipal. Alors vous publiez aux éditions Bouquelis ce livre, La cité des dents de scie, histoire d'un patrimoine, un ouvrage consacré à cette cité de cheminots atypique, menacée de destruction puis classée. On aura l'occasion d'en reparler dans cet entretien. Déjà, en quelques mois, la ville de Trappes a vu des ouvrages sortir sur la ville de Trappes. Il y a eu une enquête menée par 2 journalistes du Monde. Alors, la démarche n'est pas la même que la vôtre, mais pourquoi, à votre avis, Trappes, c'est un bon sujet pour écrire un livre ? Alors certainement parce que c'est une ville très ancienne. Donc moi, je travaille sur l'histoire de la ville, donc je peux en certifier. Et il y a beaucoup de choses à écrire et à raconter sur cette ville qui a quand même changé, qui évolue au cours des années, au cours des siècles et qui a beaucoup de choses à raconter. Alors, cette cité des dents de scie, vous y avez habité. Vos grands-parents sont arrivés sur place en 1939. C'est cette histoire aussi qui vous a motivé à écrire ce livre, peut-être des souvenirs d'enfance que vous avez, aussi un hommage à la mémoire de vos grands-parents ? Oui, tout à fait. En fait, on a toujours une affection, on porte toujours une affection à sa maison d'enfance. Et en fait, c'est lors déjà d'un travail universitaire que j'avais fait donc des recherches sur cette cité, donc au niveau architectural et historique. Et c'est surtout les témoignages que j'avais recueillis qui m'ont conforté dans l'idée de publier ce livre-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette cité des dents de scie, sur l'histoire de Trappes ? Elle raconte. Quel témoignage ? Alors j'ai pu, grâce à tous les témoignages que j'ai recueillis, remonter jusqu'à son origine, donc les années 30. Et pu retracer un peu toute l'histoire de la ville. Donc il y a une partie où ça parle des bombardements, donc la reconstruction, tout ce que les habitants ont supporté, et puis surtout la menace de démolition qui a quand même été un choc assez psychologique et important pour les habitants, pour les locataires qui avaient fait beaucoup de travaux et qui voyaient un petit peu leur patrimoine partir un petit peu en fumée. Alors si on revient sur l'histoire, cette cité des dents de scie a été construite à la fin des années 1920 et ça répondait à l'époque à une problématique de logement. En 1931. 1931. Exactement. Et en fait, c'était pour abriter les cheminots qui commençaient à être arrivés massivement à cause du triage qui prenait beaucoup d'ampleur, donc qui est installé en 1911 et qui commençait vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Donc il a fallu les abriter et pour ça, des cités cheminotes ont été construites pour eux. Elle accueille, oui, donc pendant de nombreuses années ces familles de cheminots. Trappes n'a encore rien à voir avec la ville d'aujourd'hui, une ville de 30 000 habitants. C'était une ville d'environ 3 000 habitants à l'époque, donc petite ville. C'est des habitations qu'on appelle à l'époque des HBM, des habitations bon marché, qui sont les ancêtres des HLM. Des HLM, oui, tout à fait. Conçues de série et conçues aussi pour abriter assez rapidement donc des constructions sérielles à l'image des constructions allemandes et des cités-jardins aussi anglaises. Un saut dans le temps, vous en parliez, dans les années 1980, la cité est menacée de destruction par son bailleur de l'époque, un Lopievois qui s'appelle aujourd'hui les résidences Yvelines-Essonne. Oui, ce bailleur prévoit de la raser à l'époque, cette cité. Oui, tout à fait. Elle n'est pas entretenue, cette cité n'est pas entretenue, donc c'est vraiment les locataires qui font les travaux nécessaires. Nous, quand nous sommes partis, nous avions encore l'électricité qui était aux normes des années 30, par exemple. D'accord. En 1992. Et donc justement, grâce à la détermination de locataires, la cité va être sauvée. Et chose unique en France, elle sera inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Tout à fait. Elle aurait dû être classée, mais comme un de ses architectes était encore vivant, ça n'a pas pu être classé. Mais elle a été en tout cas sauvegardée par la municipalité aussi, qui s'est beaucoup aussi remuée pour pouvoir la protéger, et par les locataires. Est-ce que depuis que vous avez quitté la cité des dents de scie, est-ce qu'elle a beaucoup changé, cette cité ? Non, elle a été en tout cas réhabilitée déjà. Donc il a fallu trouver l'argent, les fonds. C'est aussi ce que je raconte. Ça a été 5 ans de recherche de financement. D'accord. Et depuis, non, chaque travaux en fait doit être fait dans les règles de l'art.
et en concertation avec l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France. On y trouve encore des familles de cheminots? Oui, encore quelques-unes qui sont revenues et qui résistent. Encore une dernière question, est-ce que ce livre a été difficile à écrire? Est-ce que, par exemple, recueillir des informations sur le sujet a été difficile pour vous? C'était pas évident de retrouver des gens qui y habitaient, puisque beaucoup sont repartis dans leur région, dans leur pays, notamment les Normands, les Bretons, les Vendéens, tous ceux qui sont arrivés à l'époque pour travailler sur le triage. Donc c'était compliqué de retrouver des témoignages. Elle a encore un long avenir devant elle, cette cité des lentilles? J'espère que ce livre y contribuera en tout cas. Merci à Anissa Lamry d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous publiez aux éditions Bouquelis donc ce livre, La Cité des Dents de Scie, Histoire d'un patrimoine, un ouvrage consacré donc à cette cité cheminot atypique. Alors pour retrouver ce livre, pour vous le procurer, vous pouvez notamment vous rendre sur le site de Bouquelis qui s'affiche en bas de l'écran. On vous en parlait largement hier dans le 7-8 journal. Le soleil et le beau temps se sont installés sur toute la France. Une bonne nouvelle pour les Yvelinois en cette période de vacances scolaires. C'est aussi le cas pour le secteur du tourisme. Avec le début du printemps, le ciel bleu permet au site de faire le plein. C'est le cas notamment dans les campings. Exemple à Rambouillet avec Nicolas Kirillovitz. C'est un signe annonciateur de bonnes nouvelles. Le chant des oiseaux est de retour dans la forêt de Rambouillet. Dans ce camping, la saison a débuté il y a 3 semaines déjà, mais l'arrivée d'une météo estivale marque le véritable retour des clients. On est rempli à 90% sur nos locatifs pour ce week-end, donc c'est plutôt un très bon week-end. Et ensuite, bien évidemment, il y a la partie camping qui va se remplir, mais avec moins de réservations. Ça va plus être du passage qui va vraiment, pour le coup, dépendre du soleil qui va être avec nous ce week-end. C'est toujours beaucoup plus agréable et il est sûr que ça a un impact important et dynamisant sur les réservations. Au milieu des arbres et en pleine nature, l'offre de logement est aussi variée qu'originale pour un camping, avec des cabanes et cahutes notamment. 200 emplacements au total, mais une piscine encore en cours de préparation pour les beaux jours. La piscine naturelle est non chauffée, donc nous demande d'attendre un petit peu que l'eau chauffe aussi. Et ce qui nous laisse un peu de temps pour nettoyer pendant la saison. Le soleil est quand même primordial. Il est toujours plus compliqué d'aller se baigner sous la pluie, hein. C'est une piscine non couverte. Les Yvelinois seront sûrement nombreux à vouloir profiter du week-end printanier qui s'annonce. Si le camping de Rambouillet est déjà presque plein, une quinzaine d'autres sites dans les Yvelines offrent une escapade entre la nature et les chants des oiseaux. J'accueille 2 nouvelles invitées sur ce plateau, 2 étudiantes en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. À ma droite, Magdiel Lawson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en Master 1 droit public et Elinda Karpoutsoglou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, étudiante en licence 2 droit et sciences politiques. Alors vous êtes venue nous parler de votre association Elsa Versailles, lancée tout récemment à l'UVSQ. Elinda, vous en êtes la présidente. Magdiel, vous en êtes la vice-présidente marketing donc de cette association Elsa Versailles. Alors Elsa, pardonnez-moi déjà pour mon piètre accent anglais, ça veut dire European Law Students Association. On va s'arrêter là. Voilà, c'est une association au niveau européen qui regroupe des étudiants en droit. Elle est présente dans 44 pays. Quelles sont les missions de cette association ? En effet, Elsa, c'est une association qui se dirige vers les étudiants en droit. C'est vraiment l'idée de créer un entourage professionnel auprès des étudiants en droit, des professionnels et des professeurs. D'accord. Elsa existe actuellement dans 44 pays, c'est-à-dire... Nous avons actuellement 376 facultés qui sont présentes et c'est un réseau à peu près environ de 50 000 étudiants en droit dans toute l'Europe et aussi au-delà de l'Europe même. Voilà. À votre avis, Magdiel, pourquoi ce dialogue entre les étudiants européens en droit est important? Pourquoi il faut faciliter ces échanges? Tout simplement parce que ça nous permet de connaître un peu le rayonnement en fait. Comment dire ? À l'exemple, la présidente a eu l'occasion d'assister à une conférence sur Energy Law. Voilà, Energy Law. Et donc, du coup, ça lui a permis de rencontrer les étudiants en droit et de se créer un réseau. Ça apporte une richesse aussi au cursus. Voilà, c'est ça, une richesse à la fois culturelle, mais aussi par rapport à notre cursus, d'avoir des cours, des interventions en anglais, ça permet d'améliorer l'anglais, on va dire. L'idée de l'Europe, au-delà de toute considération politique, est-ce que c'est une idée qui vous tient à cœur, cette idée de l'Europe ?
Elsa est par principe une organisation politiquement et religieusement neutre. Mais en effet, l'idée de l'Europe, de l'échange en fait, pas de l'Europe au sens politique institutionnel, est vraiment notre idée principale, notre mission de permettre cet échange international et dans plusieurs échelles. Alors vous l'avez dit, il y a 300 groupes locaux d'Elsa donc répartis sur tout le territoire européen. Un groupe local donc désormais à l'UVSQ, Elsa Versailles. Pourquoi lancer justement ce groupe Elsa à Versailles, à l'université Versailles-Saint-Quentin? Je vais me permettre de répondre. Bien sûr, Magdi peut me rejoindre, mais Elsa, c'est vraiment une expérience unique. J'ai eu l'occasion de faire partie du groupe local de l'université de la Sorbonne, de Paris 1. Et pour moi, c'était qu'une nécessité en fait de permettre l'accès aux étudiants à cet outil en fait qui va permettre à la fois d'avoir un réseau professionnel académique et de cet échange avec l'international au niveau local aussi, puisque nous avons actuellement à Paris 8 organisations réparties dans les facultés de droit. Donc il s'agit vraiment d'une coopération sous l'influence du multiculturalisme. Et ça permet exactement, comme Magdi l'a souligné, d'avoir plusieurs opportunités, par exemple avec des stages. Actuellement, nous avons un programme lancé avec plus que 300 candidatures au stage dans tout le monde. Et bien sûr, les conférences, les séminaires, les délégations auprès des plus grandes institutions internationale. En l'occurrence, moi, j'ai pu avoir l'opportunité de faire une délégation auprès de l'UNESCO. Donc, ça permet vraiment aux étudiants d'avoir un accès à la vie professionnelle. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, vous proposez plusieurs choses. Il y a des stages dans des cabinets à l'étranger, c'est ça? Oui, c'est et ça. D'autres événements, peut-être des visites institutionnelles aussi qui sont organisées? Oui. Avec notre association, on appelle ça les institutional visite. Et donc, du coup, c'est l'occasion d'aller dans un autre pays, d'apprendre culturellement et aussi de visiter, notamment Strasbourg étant la ville européenne. Donc, il y a énormément de visites qui se fait à Strasbourg et l'occasion de visiter aussi le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, voilà. Donc plein d'opportunités. Est-ce que depuis le lancement à l'UVSQ, est-ce que ce groupe a évolué? Vous avez déjà des membres qui vous ont rejoint? Oui, actuellement, du coup, nous pouvons être que 2 aujourd'hui au plateau, mais nous sommes une équipe de 20 personnes. Donc déjà, c'est vraiment un début très, très ambitieux pour nous. Très prometteur. Et, oui, voilà, très prometteur. Et également, nous avons plusieurs membres qui commencent à apprendre l'association, à apprendre les enjeux, les stages. Voilà. Oui. Il y a plusieurs activités. En fait, c'est exactement, ça permet aux étudiants d'avoir un réseau professionnel auprès des institutions, des organisations internationales, mais aussi auprès des professionnels, des cabinets d'avocats, etc. Ouais. Un dernier mot, il nous reste moins de 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout le bonheur du monde. Et que beaucoup d'étudiants adhèrent à notre association et surtout qu'ils viennent faire partie de l'équipe Elsa parce que ça apporte énormément. Je m'amuse depuis que j'ai mon poste de VP marketing et c'est super cool. C'est une super assos, donc venez nombreux. Et vous pourrez retrouver en tout cas toutes les informations sur l'association Elsa Versailles, sur le groupe Elsa Versailles, sur la page Facebook de ce groupe qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous deux. Je rappelle que j'avais avec moi autour de la table Magdi Lawson et Elinda Karpoutsoglou. Merci d'avoir été avec nous. Le sport, il a fait le tour des médias en courant le dernier marathon de Paris, pieds nus. Sidi Diallo a terminé la course en un peu moins de 4 heures sans chaussures. Une philosophie de vie pour cet Inimontain de 63 ans qui n'en était pas à son coup d'essai. En 8 ans, il a participé à 160 marathons, dont 21 pieds nus. Il s'est confié au micro de Patrick Jacques de Dixmude et Michael Elmidoro. La première fois que je suis sorti de chez moi pieds nus, c'était en juin 2015, de Montigny. Et donc, ça fait moins de 3 ans. Le début était très difficile. Mais maintenant, au moins sur l'asphalte, quand je suis sur l'asphalte, je n'ai aucun problème pour courir pieds nus. Et d'ailleurs, à Paris, j'ai réalisé l'un des marathons les plus rapides. En 3h54 et j'ai enchaîné donc 7 jours plus tard à Bonn, c'est-à-dire dimanche dernier, avec un autre marathon pieds nus et là j'ai réalisé mon meilleur temps pieds nus sur la distance du marathon en 3h47 minutes.
Entretien complet avec Sidi Diallo à retrouver dans le 7-8 Sport lundi prochain à 18h30 sur TV 78. Activité pour le moins sportive encore, mais quelques siècles en arrière. Une association yvelinoise de passionnés s'adonne aux combats médiévaux. Tenues, équipements et techniques d'époque sont utilisés. Michael Elmidoro est allé à leur rencontre au château de la Madeleine à Chevreuse. Il s'est reconverti chevalier et enfilé côte de maille, épée et bouclier pour tester cette discipline. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Je vous propose aujourd'hui de remonter le temps et de vous arrêter à l'époque du Moyen-Âge. Une association baptisée Excalibur Yvelines s'est créée il y a 5 ans. À mes côtés, son président Arnaud de Mézières. Arnaud, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va s'équiper, on va se mettre en armure et on va combattre comme au XIIIe siècle. C'est pas trop lourd, une armure ? Non, les gens y arrivaient. On y va ? On va y arriver ? Oui. C'est parti. Allez hop ! Alors Arnaud, on est devant la fameuse armure. Elle est composée de quelle matière ? Expliquez-nous. Alors là, en fait, vous avez l'armure d'un homme d'armes du XIIIe siècle, donc quelqu'un de quand même assez aisé. C'est pas forcément un chevalier, ça va plutôt être un piéton. Donc on va avoir une première couche de textile qui va bien absorber les coups. Et par-dessus, on va mettre une couche de métal. De métal. Alors là, on a de la maille. Alors, je vais regarder déjà, je vais un peu sous-peser. Ah oui, effectivement. Oui, c'est entre 12 et 15 kilos. 12 et 15 kilos, ah oui. Le poids total, c'est autour de 25 kilos. C'est bon, je suis entre les pots. Et à certains endroits, on va avoir des parties métalliques solides. Bon. Mais c'est surtout une armure textile. Parce que l'essentiel de ta défense, ce sera le bouclier. Donc, bouclier, côte de maille, tout l'équipement, 25 kilos, c'est ça ? À peu près. On va l'enfiler, c'est parti. Tu t'es pas équipé pour rien. Non. Faut tester. On va tester. Ok, tu as 2 armes, ton bouclier, ton épée. Sors ton épée. C'est fastidieux. Je viens de la sortir, c'est bon. T'as toutes tes chances. Ok. T'as pas beaucoup d'armure. Il faudra te protéger avec le bouclier. Donc, tu vas essayer de toujours le tendre à peu près comme ça. Ton épée, t'as pas de protection aux mains. Une fois que t'as frappé, tu te mets en garde. Lorsque tu frappes, tu tends le bras. Baisse les appuis, garde le dos droit. Je vais tomber. Voilà, là tu attaques, là tu reviens. Et tu essayes de parer avec le bouclier. Ouais. Débrouille-toi, bonne chance. Bonjour monsieur. Donc, si j'ai bien compris, comme ça. Ah oui, d'accord. Bon, on va y aller gentiment. Ah. Résiste tes appuis. Vise les jambes, vise les jambes. Allez, rends-moi fier. Oh, très bien, ça va suffire. Je pense que tu es prêt à rejoindre l'association. Je suis prêt. T'es prêt. Je vais retirer la côte de maille là parce que là j'ai vraiment trop chaud. T'oublieras pas la cotisation. Effectivement. Ah, merci beaucoup pour ce cours d'initiation. Alors comment on fait pour s'inscrire à l'association ? Tous les détails sont sur le site excaliburyvelines.fr. Mais on ne fait pas que la reconstitution, on fait aussi des AMHE, dont des protections adaptées et encore plus dangereux. Encore plus dangereux, c'est moins lourd peut-être au niveau de l'armure. Plus chaud. Plus chaud. Bon, on va continuer à tester un petit peu ce sport. Bon plaisir. Allez, après le Moyen-Âge, on part direction l'Asie pour terminer ce journal. Pendant les vacances, la ville de Plaisir propose des ateliers culinaires, culturels et artistiques sur la thématique escale en Asie. Hier après-midi, Camille Lambert a assisté à une découverte de la peinture à l'encre de Chine. Regardez. Pas un mot, pas un bruit. La concentration est à son maximum. Le travail à la plume et à l'encre de Chine demande une précision à toute épreuve et une imagination débordante. Comme quand on a
l'habitude de regarder les nuages et qu'on imagine des formes qu'on voit à l'intérieur, le but c'est que les enfants, dans les fonds et les formes d'encre qu'ils ont fait noir hier, qu'ils puissent imaginer un univers, un paysage, des personnages, et utiliser la couleur pour rehausser ces formes-là et donner vie en fait à leur dessin. Insectes ou paysages, des univers délicats et poétiques, une véritable découverte pour les plus jeunes. Afsa et Ibrahim utilisent cet outil pour la première fois. J'ai mis des décors et des flocons. Là, j'ai fait un ours avec des couleurs. Là, c'est jaune. Et là, j'ai fait des points avec des ronds, des couleurs. Des belles couleurs, elles étaient belles. Et j'aime bien les stylos à plumes. Une escale en Asie proposée par la ville de Plaisir pendant les vacances. Les prochains ateliers vous emmèneront au Japon pour réaliser des maquis aux fruits ou apprendre à concevoir une petite table en bois. Camille Lambert qui vous proposera demain, vendredi, encore plus d'idées de sortie et d'activités à faire sur le territoire dans son 7-8 loisirs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.